Bonjour à tous et bienvenue dans le grand JT de l'éducation. Tout de suite, le sommaire. Le niveau des élèves français en mathématiques continue de poser problème. C'est bien la conclusion du rapport PISA et des politiques mises en œuvre depuis. Mais alors, qu'est-ce qui coince avec les maths à l'école? On en parle avec nos invités. Guignol, un patrimoine de votre enfance, mais aussi de la France. Julien Sommer, le directeur du théâtre de marionnettes du Champ de Mars, sera avec nous dans la seconde partie d'émission. Dans sa chronique Vue à l'étranger, Guillaume Ouattara vous parlera de ces profs qui ont fait le choix d'aller enseigner à l'étranger. Mais on va retrouver tout de suite Guillaume pour l'actualité en bref. Bonjour Guillaume. Bonjour Virginie, bonjour à tous. On ouvre ce journal avec le discours de politique générale de Gabriel Attal, très attendu par les observateurs et par les enseignants. Un discours résolument tourné vers l'avenir. Vous vous en doutez, Gabriel Attal souhaitait donner son cap gouvernemental avec une large partie consacrée évidemment au monde agricole. Des blocages partout en France depuis plusieurs jours qui devraient durer au moins jusqu'à samedi. Mais le Premier ministre n'a pas oublié sa casquette d'ex-ministre de l'Éducation nationale avec plusieurs mesures, plusieurs annonces qui concernent la jeunesse. D'abord, le lancement de réflexions sur la généralisation du SNU, mais également un accent mis sur la santé mentale des plus jeunes. Voilà ce que dit Gabriel Attal. Le mal-être, les dépressions, les pensées suicidaires ont beaucoup progressé chez nos jeunes. Je veux faire de la santé mentale de notre jeunesse une grande cause de notre action gouvernementale, avec là aussi des mesures claires et immédiates. Augmentation du remboursement à des consultations psy, mise en place de maisons départementales de la santé mentale ou encore augmentation du nombre d'infirmières scolaires mieux payés. Autre hommage, celui aux professeurs. Le ministre se dit toujours à leur côté. L'école est la mère des batailles, rappelle Gabriel Attal. La décision du redoublement sera désormais à la main de l'équipe pédagogique. Il l'avait déjà annoncé il y a quelques semaines. Et les groupes de niveau commenceront à se mettre en place dès cette année dans nos collèges. Pour les jeunes de moins de 16 ans, le ministre annonce enfin la création de travaux d'intérêt éducatif, avec ce qui pourrait sonner comme un nouveau slogan politique. Tu casses, tu répares, tu défies l'autorité, on t'apprend à la respecter. Belle construction en chiasme comme ça. Les jeunes sur la mauvaise pente pourront également avoir des facilités d'accès à une scolarité en internat. Il a noté que Gabriel Attal s'est hissé en tête des personnalités politiques préférées des Français devant Édouard Philippe et Marine Le Pen. Ce discours de politique générale suffira-t-il à calmer la grogne des enseignants? Pas sûr, d'autant plus que la grève de jeudi s'annonce très suivie à Paris. Une grève massive, c'est en ces termes que le FSUS-NUIPP parle du mouvement de ce jeudi 1er février. Dans une communication sur X, le syndicat déclare: la grève de jeudi sera massive. 65% des enseignants des écoles parisiennes seront en grève et au moins 130 écoles seront complètement fermées. La colère contre la nouvelle ministre est grande et nos revendications salariales et concernant nos conditions de travail fortes. Dans les faits, les syndicats ont plusieurs demandes: la démission de la ministre, un changement de cap du gouvernement, des moyens pour réaliser l'inclusion, l'arrêt des suppressions de postes ou encore le remplacement de ces enseignants et le respect de la professionnalité des profs. Le syndicat qui interpelle directement Gabriel Attal dans son communiqué. Autre sujet, la sœur de Samuel Paty, l'enseignant assassiné par un terroriste islamiste, est revenue sur le projet d'Emmanuel Macron de doubler les heures d'éducation morale et civique à l'école. Pour elle, il va falloir faire beaucoup plus. Oui, elle était en déplacement, cela dit, à Cannes pour l'inauguration d'une place. Samuel Paty, la sœur du professeur d'histoire, a tenu à réagir dans un discours incisif aux mesures annoncées par le gouvernement. Ça ne sera pas suffisant pour apporter un contre-discours à ceux de nos enfants qui, à l'extérieur, n'entendent pas du tout un discours républicain. Il va falloir trouver d'autres axes pour les aider. Pour elle, la situation ne s'est pas améliorée depuis la mort de son frère. On arrive à un tel degré d'atteinte envers nos professeurs, cela a encore continué à augmenter en décembre. Parlons harcèlement désormais, une thématique au cœur de l'action gouvernementale. Le harceleur d'une toute jeune influenceuse vient d'être condamné à 5 ans de prison. Elle s'appelle Too Much Lucille. Elle était encore lycéenne quand son cyberharcèlement a commencé il y a 3 ans. C'est un harcèlement numérique et physique quotidien de la part d'un jeune homme de 23 ans, Florian. Tout a commencé il y a 3 ans quand le jeune homme lui a écrit pour la traiter de clocharde car elle prenait le RER. Cette dernière lui a répondu et après ça, ça s'est enchaîné de manière dramatique. Menaces de mort, messages menaçants, en tout genre, insultes, c'est un calvaire. L'homme a déjà été condamné à 3 reprises. Il
s'en est pris à l'un de ses amis le 20 décembre dernier en le plantant d'un couteau tandis qu'il attendait devant le domicile de la jeune femme. Le temps qu'il passe en prison et l'unité de mesure de sérénité pour elle. Voilà ce que dit maître Julien Gazbaoui, l'avocat donc de Lucile. Le jeune homme a écopé de 5 ans d'emprisonnement, mais rien n'est sûr sur la suite puisqu'il est parti en prison avec une ultime menace à la jeune fille. Tu vas voir. Terminons ce journal en Belgique où une cinquantaine de sachets de cocaïne ont été retrouvés dans le cabinet de la ministre de l'Éducation. Oui, une étrange découverte réalisée le 13 décembre dernier, révélée seulement le 25 janvier dernier par le média belge Dernière. Une cinquantaine de pochons de cocaïne ont été découverts par les policiers dans le cabinet du ministre de l'Éducation belge. Ils appartiendraient à l'un des membres du cabinet qui est lui-même fils d'une ancienne ministre de la Culture, actuelle députée. La ministre, donc, Caroline Désir, a réagi sur le réseau social X. Elle explique le mercredi 13 décembre, en soirée. J'ai été informé qu'un assistant en charge du matériel et de la logistique au cabinet se trouvait en état d'arrestation dans le cadre d'une enquête sur un trafic de drogue. Le jeudi 14 décembre, une procédure de licenciement pour rupture de confiance a été menée dans le respect de la réglementation applicable au cabinet ministériel. Merci beaucoup, Guillaume. Le choc des savoirs en mathématiques se fait encore attendre. Alors, est-ce que la méthode Singapour demandée par Gabriel Attal pourrait être un remède miracle? Certains voudraient y croire, quand d'autres pensent à refonder l'instruction des mathématiques, allant même jusqu'à préconiser l'intelligence artificielle pour aider les élèves français. Les maths, pourquoi ce casse-tête? On en parle dans le Grand JT. Pour en parler, je suis ravie d'accueillir sur ce plateau Sylviane Schwer. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes professeure à l'Institut Galilée à l'Université de Sorbonne Paris-Nord, directrice de recherche sur l'enseignement des mathématiques de Paris-Nord. Et face à vous, Laurent Champanet, bonjour. Bonjour. Vous êtes président des Arts et Métiers. On va parler de mathématiques aujourd'hui, du choc des savoirs annoncé par Gabriel Attal alors qu'il était ministre de l'Éducation nationale. Ça s'est concrétisé en ce qui concerne les mathématiques, parce que le choc des savoirs, c'était français et les maths, on va parler de maths aujourd'hui, concrétisé par la pédagogie explicite, la méthode dite de Singapour, la labellisation des manuels et l'intelligence artificielle qui se ferait aussi un chemin à l'école. Est-ce que déjà, il y avait, selon vous, une nécessité réelle de repenser les savoirs, encore une fois, on va être précis sur les maths, les savoirs fondamentaux, alors que d'autres ministres s'y sont essayés quelques années plus tôt? Laurent Champanet. Oui, je pense, parce qu'on a effectivement, il y a un problème des mathématiques. On voit que c'est un élément un peu central de l'orientation qui pose des difficultés à un certain nombre d'étudiants. On sait qu'il y a des gens qui découvrent l'intérêt de l'usage des mathématiques très tardivement et qui disent ne pas l'avoir trouvé dans la formation qu'ils avaient eue. Donc, oui, je pense qu'il y avait effectivement un problème. Et il y a des nouvelles technologies, vous avez parlé d'intelligence artificielle, qu'il faut sans doute intégrer dans ces enseignements. Sylviane Schwer, d'où vient le problème à l'origine, selon vous, de ce niveau en maths qui est extrêmement déficient, notamment en France? Alors, notamment en France... Parce que je dis pas en Europe, c'est compliqué, mais en France particulièrement. On va dire qu'on est quand même dans la moyenne des pays de l'OCDE. Et effectivement, il y a des problèmes. Les problèmes ne sont pas récents. Depuis les années 80, on se plaint de la chute des niveaux des élèves. Il y a plusieurs choses qu'on peut dire en mathématiques. Les métiers qui permettent d'exercer ces savoirs en mathématiques sont très nombreux. Et donc, être enseignant de mathématiques, c'est vraiment un métier parmi d'autres. Donc, l'attractivité du métier n'est pas pour l'instant au plus haut de son niveau. Il y a un manque de formation dans la formation continue. Par exemple, si on va parler de la méthode de Singapour, à Singapour, les enseignants bénéficient de 100 heures d'enseignement continu par an. Oui, parce que on va justement faire le distinguo, parce que je voulais quelque chose de plus large, mais on va y venir tout de suite, puisque vous parlez de la méthode de Singapour. Déjà, est-ce qu'on fait bien le distinguo entre la méthode qui est enseignée à Singapour ou la méthode dite de Singapour? Parce que je crois que c'est deux choses différentes. Alors, en fait, vous avez une méthode enseignée dans un pays, et puis un autre pays ne peut pas l'utiliser telle quelle, puisque ce n'est pas le même contexte, ce n'est pas la même société. Il n'est pas la même numération, ce que j'ai compris. Alors, et la méthode dite de Singapour, elle est éditée en une seule langue quand même.
Enfin, Elle a été faite pour les en français, élèves je veux dire, par un seul éditeur. Ouais. Et voilà, c'est un point de vue. Et puis, il n'a pas été discuté, il n'a pas été testé auprès des personnes compétentes, c'est-à-dire les didacticiens. Il y a eu des articles, mais individuels. L'institution n'a pas fait d'études préalables. Comment dériver cette méthode à l'intérieur. Les enseignants de primaire, puisque c'est surtout primaire et secondaire qui sont concernés là, n'ont pour le primaire que 18 heures de formation par an, contre 100 heures. Donc, quelle que soit la méthode, aussi belle cette méthode soit, d'abord, il n'y a pas de recette miracle, et secondement, si on n'est pas formé correctement pour l'intégrer à sa propre vision de l'enseignement, bien sûr. On va y revenir justement à ce problème de formation. Ce qu'il faut dire aussi sur le niveau, c'est que l'école mathématique française, elle reste excellente et elle rayonne mondialement. Mais justement, sur la médaille Fields, par exemple, voilà, on voit qu'on a très bon français, effectivement. Qu'est-ce qui se passe? Comment on l'explique? L'université Paris-Saclay est première en maths au classement de Shanghai. Donc, il y a une très grande réussite, voilà, pour quelques-uns, voilà, et donc ça veut quand même dire quelque chose, quoi. Ça veut dire quand même que l'enseignement des mathématiques en France, il reste d'excellents niveaux. Le problème, c'est plutôt que comment est-ce qu'on fait pour qu'il y ait une plus grande masse de jeunes, dès l'école primaire, qui adhèrent à cet enseignement-là et qui transforme ça en savoir-faire pour se comporter comme un citoyen, pour comprendre le monde qui nous entoure et pour faire un métier, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de métiers dans lesquels on utilise les mathématiques. Mais justement, Laurent Champalat, qu'est-ce qui se passe selon vous? Qu'est-ce qui fait que le niveau en maths ne fonctionne pas effectivement dans cette tranche, donc premier, second degré, qui fait que certains brillent, comme vous le dites si bien, effectivement, en France, en mathématiques plus tard, mais pourquoi à l'école ça ne fonctionne pas? Moi, je pense qu'on a une méthode d'apprentissage qui est un peu générale en France, un souci de vouloir expliquer les choses, de donner les fondements des choses. Alors que dans d'autres pays, je pense aux États-Unis par exemple, on est plus sur, on apprend des outils. Tiens, voilà tel outil mathématique, je l'utilise, et après je Alors sais. l'exemple donné en mathématiques, c'est on en donne un plan de ville par exemple, et on va dire où est-ce qu'on met la caserne de pompiers, par exemple, bâtiments doivent être équidistants les uns des autres, etc. Et donc on fait un modèle mathématique. Ouais, et donc on est plus sur à quoi ça sert. Alors que en France, on est plutôt sur voilà les concepts, voilà les éléments de base, et puis après on verra le à quoi ça sert. Et cette méthode-là, qui est basée sur les fondements, elle permet à certains de devenir excellents, voilà, parce qu'ils ont vraiment compris tous les fondements des mathématiques, et ça forme l'école mathématique à la française. Mais ceux qui ont besoin de se rattacher à des usages sont un peu plus perdus. Donc, la méthode Singapour dont on parle justement sera effective, utilisée dès la rentrée 2024. L'une des caractéristiques de cette méthode Singapour, il y en a plusieurs, mais c'est surtout qu'elle introduit les 4 opérations en même temps en CP. Aujourd'hui, en CP, on fait quoi? On fait juste addition, soustraction? Alors, en CP, on apprend encore la numération. Oui. On apprend encore à représenter les nombres. Et on fait effectivement privilégiément l'addition et la soustraction, mais la multiplication comme une réitération de l'addition peut être faite, et la division par 2 ou par 5, savoir diviser par 2, c'est quelque chose d'accessible très facilement au CP. Fraction et nombres décimaux pour arriver plus vite aussi. Non, alors les nombres décimaux, c'est autre chose. C'est une catégorie de nombres, et ça, c'est plutôt vu en CM2. D'accord, mais est-ce que ça pourrait arriver plus tôt, justement, avec les nouvelles mesures prises par Gabriel Attal, ministre de l'Éducation, et donc actuellement Amélie Oudéa-Castéra? La façon de comprendre correctement ce que c'est qu'un nombre et de bien l'utiliser, ça prend du temps. À l'université, les élèves qui arrivent de bac et qui commencent la première année ont encore du mal à différencier, à comprendre ce que c'est qu'un nombre dans toute son étendue. C'est normal ça? Pardon, mais c'est une phrase que je trouve assez étonnante de se dire qu'à l'université on arrive et on ne comprend toujours pas ce qu'est un nombre. Oui, parce que... D'ailleurs, c'est compliqué. Pardon. Non, mais voilà, pour moi, je voudrais comprendre. Non, mais elle a raison, c'est des concepts qui sont... Dans les concepts, c'est très compliqué.
Voilà. Et ce que je disais avant, c'est qu'il y a des gens qui vont se perdre dans les concepts et passer à côté des usages. Mais alors, à vous écouter, effectivement, c'est beaucoup trop abstrait, en fait. C'est-à-dire que fatalement, on décroche. Non, les concepts, on en a en français, on travaille sur les concepts. Pourquoi un enfant de 2 ans sait reconnaître un chat qu'il n'a jamais vu? C'est parce que dans son cerveau, il a généré les propriétés qui fait qu'il sait qu'une souris, c'est pas un chat, qu'un chien, ce n'est pas un chat. Donc, l'idée d'avoir des concepts d'abstraire, c'est quelque chose de naturel à l'homme. Les mathématiques ne viennent pas de Sirius, ni de Vénus, ni de Mars. Mais alors, pardon, parce que si vous prenez l'exemple du chat, pardon, parce que moi je visualise très bien un chat et n'importe quel enfant visualise un chat. En revanche, un théorème de Pythagore, on ne le visualise pas. Si on n'a pas une image concrète de la manière dont on va utiliser le théorème de Pythagore, par exemple. Oui, mais alors, apprendre à une intelligence artificielle à reconnaître un chat d'un tigre ou d'un chien, c'est extrêmement compliqué. Donc effectivement, ce mécanisme-là, on arrive très facilement à l'apprendre à des enfants. Et effectivement, la compréhension des nombres, il y a des gens qui y arrivent très facilement et il y a d'autres qui passent à côté. Alors, on parle du triptyque, justement, concret, image, abstraction, pour définir cette fameuse méthode Singapour. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Vous pouvez m'expliquer? Alors concret, on pourrait dire manipuler, faire des expériences. Ensuite, image, abstraction. L'image, c'est une représentation sur du papier, donc ça commence à être un peu plus symbolique. Et après, la représentation, c'est des représentations complètement abstraites, c'est-à-dire qui n'ont pas de lien direct avec l'objet qu'on étudie. Alors, on parlait de la question de la formation, effectivement, qui est très importante dans tout l'enseignement en France de manière générale, en maths en particulier. Vous évoquiez effectivement à Singapour le fait que les enseignants ont 100 heures de formation, et surtout, un formateur est là constamment avec eux. C'est ça, ce qui manque aussi en France? Alors, un formateur est là constamment avec eux, c'est pas tout, enfin, il n'est pas présent dans la classe et tout, mais il y a effectivement une habitude de travailler ensemble, d'avoir des séminaires réguliers sur les gestes pédagogiques, de se remettre en question, d'avoir une démarche assez professionnelle, disons, du métier d'enseignant. En France, je crois que Laurent Champanès, c'est 30 heures de formation dans le premier degré, mais pas d'obligation de formation dans le second degré. Oui, c'est vrai, c'est une problématique qu'on va rencontrer à tous les niveaux, même jusqu'au plus haut de l'université. C'est vrai que souvent les enseignants, alors on a effectivement des équipes pédagogiques, mais un enseignant il est un peu seul, toujours seul dans sa classe avec ses élèves, et on a, je pense que c'est un peu culturel en France, hein, on a un petit peu une difficulté de l'observation de ses collègues nous regardant enseigner, exercer notre métier d'enseignant, et ça a pour conséquence qu'effectivement quand on est enseignant on se forme pas beaucoup, culturellement c'est pas comme ça, c'est vécu comme je suis le sachant, pourquoi je vais retourner apprendre, quoi. Voilà, alors qu'effectivement il y en a besoin. Oui, on se forme toujours évidemment. Peut-être que les étudiants aussi, les élèves ont besoin de comprendre l'utilité des mathématiques, vous l'avez évoqué au départ, c'est vrai que certains découvrent aujourd'hui encore l'utilité alors qu'elle paraît naturelle. Pardon, je crois que c'est Cédric Villani, ou peut-être c'est Torossian qui disait ça, les mathématiques manipulent des vérités absolues, donc permettent d'être éduqués à l'argumentation. Oui, c'est vrai que pour parler des élèves. Pour beaucoup de gens, les mathématiques, c'est simplement des outils, alors qu'effectivement, une formation complète en mathématiques, ça aide effectivement au développement personnel, à des éléments comme l'argumentation, et surtout aujourd'hui, je dirais, à la compréhension du monde. On parle beaucoup de fake news. Il y a un certain nombre de fake news qui utilisent une mauvaise compréhension des gens sur les pourcentages, sur les fractions, sur des choses comme ça. Donc, avoir ces outils, ce sont des outils de compréhension du monde et de communication. Donc, oui, c'est important de bien les comprendre. Oui, parce que vous parlez effectivement de fake news. C'est une structuration de la pensée aussi que de penser uniquement en vérité absolue, définie, mathématique. Alors, vérité absolue, il faut essayer de comprendre ce que ça veut dire. Hein. Ça veut dire que dans une théorie particulière, avec des hypothèses particulières, on a un raisonnement déductif qui permet
si on a les bonnes hypothèses, d'aboutir aux bonnes conclusions. Tout le monde sera d'accord pour dire que oui, ce raisonnement est juste ou non, il est faux. Mais je voudrais rappeler quand même que les mathématiques, et surtout cette partie logique des mathématiques, a vu sa naissance en parallèle avec l'émergence de la démocratie à Athènes. Parce qu'il fallait pouvoir prouver que votre interlocuteur disait n'importe quoi et donc démonter le raisonnement. Et que jusque dans les années 50, la logique était enseignée dans les cours de philosophie et non pas dans les cours de mathématiques. D'où le rapprochement qu'on fait souvent entre la philo et les maths. Voilà, mais raisonner en mathématiques sur un objet géométrique, sur des nombres et tout, ça permet d'acquérir une rigueur de raisonnement qui, après, face à quelqu'un qui vous raconte n'importe quoi, peut être utilisé pour justement voir où se situe le n'importe quoi. Donc pour vous deux, l'application de cette méthode Singapour est une bonne chose ou pas? Oui, non. Pourquoi pas? Oui, moi je pense que c'est une bonne chose, mais effectivement, ça doit effectivement aussi s'accompagner de la dimension formation des enseignants. Alors, moi, je suis plus réservée que ça parce que il y a des études, en particulier dans les commissions inter-IREM, les IREM étant les instituts de recherche sur l'enseignement des mathématiques, qui ont fait des tests et analysé les livres concernant la méthode de Singapour. Et en fait, elle est quand même fondée beaucoup sur de la répétition et elle ne développe pas quand même deux qualités qu'on demande pour les mathématiques et puis pour faire des bons ingénieurs, etc., qui est la créativité et l'esprit critique, qui fait aussi des bons... Dans le pays de Descartes. Ça revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut effectivement avoir une partie apprentissage des concepts et une partie usage où on utilise beaucoup. Il faut les deux. Voilà. Et il faut rester avec un équilibre des deux. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut jeter ce qui était là avant. Exactement, parce que dans les programmes actuels, il y a eu l'accent sur la résolution de problèmes. Et d'ailleurs, la résolution de problèmes, ça met les mathématiques en regard avec les aspects du quotidien. Et ça n'est pas présent ou c'est difficilement adaptable directement de la méthode de Singapour. Alors, je parlais de l'intelligence artificielle aussi au début de cet échange qui arrive donc dans les classes de seconde, expérimentation qui se fait auprès de 200 000 élèves. 20 000 maintenant. 20 000, pardon, 20 000. Excusez-moi, j'étais restée sur 200 000 moi. Sur 20 000 élèves, pardon. Alors, je voudrais savoir si c'est une solution. Le mot est grand, en tout cas, pourquoi pas? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose que l'intelligence artificielle arrive à l'école? Est-ce que c'est une bonne chose? Dans les faits, l'intelligence artificielle est là. Et elle est à disposition de tout le monde dans un usage. Donc c'est quelque chose qui a été créé par l'homme. Hein. Donc c'est important que le plus grand nombre puisse comprendre et puisse utiliser en ayant un usage raisonné de ces outils-là. Donc oui, on a vu des gens dire il faut interdire l'usage, enfin il faut interdire l'intelligence artificielle. On ne va pas l'interdire, c'est déjà là. C'est un outil de l'éducation nationale, en l'occurrence. Voilà, mais maintenant, c'est un outil qui est disponible pour tous. Il faut former les gens à bien l'utiliser. Il faut quand même rappeler que dans l'intelligence artificielle, il n'y a pas beaucoup d'intelligence, hein, puisque c'est quand même des algorithmes qui fonctionnent sur des bases de données extrêmement grandes, c'est-à-dire qu'ils vont beaucoup plus vite que nous. Ils peuvent aider à certaines choses, mais certainement pas à rendre créative, je ne pense pas. Donc ça peut aider, comme les exerciceurs l'ont fait, pour les automatismes, mais il faut savoir intelligemment s'en servir et pas dire ça va résoudre un problème général. Un élève qui est en difficulté, on le met avec une intelligence artificielle. Non, c'est de l'humain et un des points qu'on ne dit pas souvent, c'est que les mathématiques posent problème. Il y a de moins en moins d'élèves qui ont peur des mathématiques, hein, parce que Depuis quand? Entre 2018 et 2022, là, les rapports PISA ont montré qu'il y avait une baisse de la peur de la mauvaise note, etc. Donc il y a eu quand même une amélioration vis-à-vis des mathématiques, mais il manque toujours
une confiance en soi. Oui, enfin, sur Parcoursup, il y a quand même très très peu, par exemple, de jeunes filles qui choisissent la voie scientifique et les maths. Alors ça, Comment c'est plus culturel, parce qu'il y a des pays où il y a autant de filles que de garçons. En Inde, par exemple. Voilà, Ouais. donc une fille qui a 12 ou 14 au collège va penser qu'elle n'est pas assez bonne pour faire des mathématiques. Un garçon qui a 10, pour lui, il n'y a pas de problème. Il a la moyenne, donc il peut continuer. Donc ça, c'est culturel, c'est des stéréotypes qui existent encore. Dernière question, labellisation des manuels, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, labellisation des manuels, ce serait très bien qu'il y ait une commission indépendante qui regarde ce qu'il y a dans les manuels et qui dise s'il y a des bêtises ou pas. Mais alors, est-ce qu'on est vraiment... Le manuel unique... Mais on peut devenir vraiment indépendant ou pas? Parce qu'en fait, une commission indépendante qui va se créer ne sera jamais véritablement indépendante, non? Ah bah si c'est des universitaires et des professionnels en didactique et en disciplinaire, c'est pas, ils doivent ne pas avoir de rapport avec les éditeurs, A évidemment. priori. Mais c'est comme chez les médecins. Qui valide les médicaments? C'est quand même une commission supposée être... Juste une dernière réaction sur les manuels. Non, l'évaluation par une commission indépendante, c'est quelque chose qui est très courant, comme ça peut être dit. Donc, oui, il me semble qu'il faut faire attention et il faut qu'on ait, effectivement une évaluation indépendante des manuels. C'est quelque chose de primordial. Sylviane Schwer, merci beaucoup d'être venue sur ce plateau, professeure à l'Institut Galilée de l'Université Sorbonne Paris-Nord et directrice de recherche sur l'enseignement des maths Paris-Nord, des mathématiques Paris-Nord. Merci de m'avoir invitée. Mais je suis ravie. Laurent Champanet, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Vous êtes président des Arts et Métiers. Merci. On marque une courte pause. On se retrouve. Chaque matin, dès 6h, retrouvez Emmanuel Davidenkoff et son équipe dans La Quotidienne. En compagnie d'un invité fil rouge, il vous donne des clés de compréhension et des pistes d'action en matière d'éducation. L'école, c'est le sanctuaire, mais c'est aussi un sanctuaire qui doit protéger nos enfants. À partir de 9h, Patrice Boisfer prend le relais dans le MAG. Au cœur des territoires, la parole est donnée tous les jours aux élus locaux et régionaux, ainsi qu'à ceux qui font l'école. Initiatives locales, projets éducatifs, l'équipe du MAG met en avant ceux qui cherchent à faire bouger les choses. Et donc nous devons en permanence ajuster, accompagner les jeunes évidemment, mais aussi les familles et faire en sorte qu'ils puissent étudier dans des lieux le plus agréables possible. À 12h30, School TV vous propose de plonger dans l'école du futur. Avec ses invités, Philippine Dolbeau décode et teste les nouvelles technologies mises au service de l'éducation. Comment éduquer nos enfants à l'ère du numérique? Élément de réponse avec une équipe de chroniqueurs à la pointe des tendances tech. Nous, notre point, c'est de dire qu'avec l'expansion du numérique et la prépondérance des écrans, il est normal de donner à la littérature les moyens de se battre à l'heure du numérique. Tous les soirs à 20h30, dans le grand JT de l'éducation, Virginie Guillaume fait le point sur l'actualité du jour. Politiques et acteurs de l'éducation se questionnent sur l'avenir de nos enfants à l'école. Je me suis rendu compte que beaucoup d'enseignants aujourd'hui en France se retrouvent à utiliser leur propre téléphone portable, leur propre ordinateur pour faire des contenus ou pour dialoguer avec leurs élèves. C'est indigne. Chaque semaine, Malika Ménard reçoit une personnalité qui raconte ses souvenirs d'écolier et dévoile sa vision de l'école d'aujourd'hui et de demain. L'école de demain, ça doit être d'offrir 1 milliard de possibilités à tout le monde avec le même niveau de satisfaction et qu'il n'y ait pas les bons, les mauvais. School TV, imaginons ensemble l'école de demain. De retour dans le grand JT d'éducation, je suis ravie d'accueillir Julien Sommer. Bonjour. Bonjour Virginie. Merci d'être là, Julien. Vous êtes directeur. Alors je dis vous, mais on pourrait peut-être se tutoyer parce qu'en fait, tellement je suis fan de ce fameux théâtre de marionnettes du Champ de Mars à Paris, dont tu es le directeur. C'est ça. Est-ce que tu peux nous raconter, Julien, comment a démarré ta passion pour les marionnettes ?
Eh ben, très tôt, j'avais 2 ans. J'allais au théâtre des Marionnettes du Champ de Mars, du coup, à l'époque. Donc en 81, 87, 88. Voilà, donc j'allais voir toujours les spectacles tous les week-ends, tout le temps. Je pensais qu'à ça tout le temps. Et puis à 15 ans, j'y suis allé pour aller dans les coulisses avec Luigi, qui était l'ancien marionnettiste. Et il m'a fait essayer une marionnette qui était Guignol. Et j'en avais tellement vu et j'aimais tellement ça depuis toujours que d'instinct, je savais plus ou moins la manipuler. Et du coup, il m'a dit, si tu veux venir nous aider pendant les vacances, viens nous aider. Et du coup, c'était le 17 février 2001, je me souviens encore de la date. Et puis depuis ce jour-là, j'y suis toujours. Et ça a été complètement naturel pour toi, c'est-à-dire que dès le départ, Guignol, d'ailleurs je me demande si j'ai l'impression que tu as rapporté, voilà, la marionnette. Donc Guignol qui est quand même vraiment, mais alors c'est toute notre enfance à tous, est devenu... Pour moi, ça a toujours été mon ami, quand j'étais petit, mon ami imaginaire, comme les enfants se créent souvent des amis. Et j'ai toujours dit que quand je serai grand, je serai marionnettiste au Champ de Mars. C'était ma phrase de toujours. Et puis, Et tu savais déjà quelle voix tu lui allais lui donner à Guignol? Tu savais comment il allait parler? Pour moi, c'était la voix de Luigi. Donc oui, c'était ça. J'avais ça en tête. Et puis instinctivement, quand je le parle, c'est avec ma voix, mais plus enjouée, on va dire. Tu peux nous le faire, Guignol? Comme ça va être un peu bizarre. Faudrait pas t'écouter. Coucou les enfants, ça va bien? Oui? Voilà, c'est moi. Voilà, je le parle. Je le reconnais. Je pense, sans ton image, je me vois moi-même au théâtre du Champ de Mars avec ma fille en train de t'applaudir. Effectivement. Pourquoi expliquer ce succès continu de Guignol encore aujourd'hui? Est-ce que c'est pas le premier pas finalement vers la culture pour les enfants? Ah si, c'est totalement ça. Parce que les enfants, ils viennent, comme moi à l'époque, à partir de 2 ans jusqu'à 8-9 ans à peu près. Donc c'est vraiment le premier accès à la culture. Et moi, j'essaye d'utiliser justement tout ce que je peux leur apporter, c'est-à-dire de la belle musique, du beau vocabulaire, que ça soit riche pour que... Les enfants, ils enregistrent tout ça quand ils sont tout petits. Et c'est ce qui leur donne leur bagage aussi pour plus tard. Et oui, effectivement, c'est un vocabulaire nourri. C'est aussi de la musique classique, des grands compositeurs que tu peux jouer. Et puis, évidemment, ces marionnettes, il y en a combien dans le théâtre? 300, je sais pas. J'en ai 300, 350. 350. Et les costumes, c'est toi qui les as faits? Alors, il y en a certaines, c'est Luigi qui les a faites à l'époque. Et moi, j'en fais aussi maintenant. Donc, il y a des costumes historiques du Louis XIV, du Louis XV, de Renaissance contemporaine. Guignol, celui-ci, c'est moi qui l'ai fait. Bon, celui-là, c'est un costume simple, parce que c'est le traditionnel, mais je fais aussi des robes Louis XV, des robes à panier. Voilà, donc il y a une féerie absolument magnifique. Non, mais c'est vrai, ce théâtre de marionnettes est absolument prodigieux. Et quand on y rentre, à chaque fois, on se dit, mais c'est complètement magique. D'ailleurs, les parents sont complètement transportés autant que les enfants. Oui. On est tous morts de rire. C'est absolument génial. Alors que le théâtre, donc je disais, attire les foules. Toujours. Eh bien, vous allez, parce que je dis vous, c'est-à-dire que toi et les marionnettes et Guignol. Oui. Et même les autres concessionnaires autour, les manèges, les balançoires, la bonbonnière de Marie, tout le karting, tout le monde. Voilà, vous allez tous devoir donc quitter effectivement le Champ de Mars avec l'arrivée des Jeux Olympiques et Paralympiques. Explique-nous comment ça s'est passé, comment tu l'as appris et pourquoi. Au mois de décembre, j'ai eu une visite de la ville de Paris avec des organisateurs des Jeux Olympiques qui sont venus dans le théâtre. Donc c'était déjà un premier signe un peu moyen pour moi, où je me suis dit, tiens, ils viennent voir le théâtre, qu'est-ce qui va se passer? Et le 8 janvier, j'ai reçu un recommandé. J'ai eu un coup de téléphone juste avant de la dame qui s'occupe de ma concession, qui m'a prévenu avant, parce qu'elle sait que moi c'est ma vie, donc voilà. Mais j'ai reçu un recommandé qui me disait, pour l'intérêt général, au vu de ça, c'était toute une liste administrative, l'arrêté est que votre concession est résiliée à la date du 31 mars, puisque votre théâtre se trouve dans la zone des Jeux Olympiques. Mais 31 mars jusqu'à fin août, c'est une éternité. Même jusqu'à fin novembre, parce que ma concession allait de base jusqu'à fin novembre, qui devait être renouvelée, voilà. Et comme il va y avoir des travaux de montage, parce qu'il va y avoir des grandes tribunes au Champ de Mars, ils considèrent que ça peut être dangereux, ce que je peux entendre, ce que je peux comprendre, mais ça va être un peu plus loin quand même, et ma zone, à proprement parler, va être fermée le 3 juin.
Donc j'aurais pu continuer aussi. Mais alors, c'est vrai que moi, j'ai un peu tilté sur l'intérêt général, parce que moi, mon intérêt à moi, effectivement, les Jeux Olympiques, c'est formidable. Mais enfin, bon, ils ont lieu l'été. En l'occurrence, du 31 mars jusqu'en novembre, j'ai plus le théâtre des Champs de Mars. Je dis j'ai, mais en fait, je parle au nom de tous ces enfants qui sont passionnés. Il y a 150 personnes par mercredi ou samedi. Il y a à peu près entre 15 et 17 000 spectateurs. Donc ça représente tout au long de l'année. Donc non seulement c'est un coup dur pour quand on apprend cette nouvelle, et puis en plus, évidemment, sans information. Jusqu'à il y a quelques jours. Oui, j'ai eu un rendez-vous. Je pense que le fait d'être dans les médias, ça a peut-être un peu accéléré, et tant mieux. J'ai un adjoint de la mairie de Paris qui m'a appelé pour s'excuser de la façon dont ça s'était passé. Il m'a dit qu'il avait repris le dossier en cours de route, que lui venait d'arriver, donc voilà, qu'il s'excusait pour la manière de faire, que c'était pas ce qu'il fallait faire, quoi. Et donc j'ai eu un rendez-vous avec la mairie de Paris qui m'a dit que... Alors, en effet, le théâtre devrait s'arrêter le 31 mars, donc, au vu des travaux, de tout ce qu'il y avait pour la sécurité, qu'il y aurait un appel à concurrence pour que je puisse revenir. Ou pas, c'est ça le problème de l'appel à concurrence. C'est ça, c'est ou pas, mais que vu mon histoire, vu que je suis là depuis 23 ans, enfin tout l'historique du lieu, bien sûr, que normalement je devrais quand même avoir pas un privilège, mais une priorité peut-être. Enfin, je sais pas. Enfin voilà, vu mon histoire. Et puis une indemnisation ou pas, parce que tous ces mois sans travailler. Alors à la base, quand j'ai demandé au mois de décembre une indemnisation, si c'était prévu, on m'a répondu que non, c'était pas prévu. Donc ils arrêtaient comme ça, mais en se disant c'est pas grave, vous êtes délogés comme les bouquinistes. Voilà. Mais vous vous débrouillez. C'était ça. Et là, lors du rendez-vous, ça a un peu changé de version. On m'a dit, donc c'est de l'oral, il y a pas de, pour l'instant il n'y a rien de concret, que normalement je devrais être indemnisé pour les mois de fermeture. Mais indemnisé, c'est-à-dire qu'en fait, sans écrit et sans information, puisqu'ils ne savent pas combien vous gagnez, ils ne savent absolument pas quelle indemnité ils peuvent vous verser. Donc pour l'instant, tu es toi dans une situation où tu ne sais pas du tout ce qui va se passer demain. Voilà, pour l'instant, je ne sais pas. J'attends un autre rendez-vous justement pour apporter la comptabilité, tout ça. Mais pour l'instant, je n'ai pas de nouvelles et j'attends. Donc, et les cartes qui vont être rebattues, donc justement par rapport à cette mise en concurrence qui va être faite aussi en espérant qu'évidemment tu reviennes, parce que toute l'association et bien des gens du quartier, plus tous les fervents admirateurs de Guignol et autres marionnettes ont forcément envie que ça revienne. Puis c'est vraiment traditionnel, c'est traditionnel, c'est très français. Je veux dire, dans toutes les villes de France, il y a des théâtres de marionnettes. Tu vas pouvoir quand même peut-être aussi te déplacer pendant les JO, c'est ce qu'ils proposent, c'est-à-dire peut-être faire jouer le théâtre ailleurs. Alors ça va être très compliqué parce que déjà le théâtre en lui-même, je ne sais pas s'il y aura une photo tout à l'heure, mais il ne peut pas se démonter parce que c'est ancien déjà, ça date de 1902, donc c'est très ancien, et puis c'est en dur, c'est scellé dans le sol, donc voilà. Et puis en construire un autre éphémère, c'est compliqué aussi parce que il y a des normes, c'est un lieu de spectacle, il n'y a que du public, donc il y a des commissions de sécurité qui doivent passer et tout. Et puis il ne faut pas oublier qu'il va y avoir les Jeux Olympiques malgré tout à Paris, donc peu importe dans quel quartier on sera, il y aura toujours des Jeux Olympiques. Donc voilà, donc, je ne sais pas ce que je... Et une adaptation entre le 31 mars pour le coup et peut-être le début des JO déjà. Voilà. De manière à ce que tu puisses récupérer quelques mois. Peut-être, voilà, ça il faut que je vois avec eux aussi. Je pense que je vais aller faire le tour des autres théâtres de marionnettes. On se connaît tous, donc si je peux aller les aider, ou voilà, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Mais... Un petit appel de Guignol, justement, pour sauver le théâtre, pour dire au revoir. Un petit appel de Guignol, qu'est-ce qu'il peut dire? Déjà, venez me voir au Champ de Mars pendant que je suis encore là, et puis si Rachida Dati m'entend, la ministre de la Culture, ou qui que ce soit, ou n'importe qui, voilà, que je puisse revenir au Champ de Mars. Moi, c'est ma vie depuis toujours. Et puis, ce le sera pour toujours. Donc on reviendra. Et on reviendra. Bien sûr, vous reviendrez. Évidemment, évidemment. Tous les deux, vous serez là avec tous vos amis. Alors, rappelez-moi les noms des copains et copines. Alors, à Lyon, c'est Guignol, Niafron, Madelon. Voilà. Au Champ de Mars, c'est un peu différent. Voilà, c'est tous les personnages des contes de fées. Et puis, des autres, il y a le docteur Barbichon, Oscar. Oui, exactement, c'est ça. Voilà. Ça y est, je me souviens. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Julien Sommer. Et puis, évidemment, j'espère que ça va s'arranger pour ce théâtre de marionnettes du Champ de Mars qui nous est tous cher. Merci d'être venu sur ce plateau. Merci Guignol aussi. De rien, à bientôt. On va retrouver Guillaume Ouattara pour sa chronique.
Guillaume, pour votre chronique, vous avez décidé de mettre en lumière les opportunités d'expatriation pour les enseignants. Alors la question est simple, l'herbe est-elle plus verte ailleurs ? Eh bien, c'est en tout cas une envie, vous avez raison, qui peut traverser les enseignants à tout moment de leur carrière professionnelle. Il faut dire que ça fait partie des sujets un petit peu compliqués quand on est enseignant, celle des opportunités de carrière et des opportunités d'évolution. Alors, on peut décider d'aller dans l'inspection générale, de monter les échelons comme ça, ou bien on peut décider tout simplement, plutôt que de monter les échelons, de carrément jeter l'échelle et partir ailleurs. En tout cas, les pays internationaux sont friands des enseignants made in France, à l'image de l'ambassade du Canada, qui organise les 1er et 2 mars prochain un salon virtuel pour recruter des professeurs français qui vont aller enseigner au Canada. Les inscriptions sont d'ailleurs ouvertes jusqu'au 4 février prochain. Précisons qu'il y a plusieurs modalités. Soit vous décidez de faire une mobilité en lien avec votre ministère de tutelle, le ministère de l'Éducation nationale, soit vous devez bien souvent démissionner pour partir à l'étranger. Et c'est une bonne idée ou pas, le Canada ? Eh ben, chacun va se faire sa propre idée. Mais sur la question des rythmes, par exemple, il y a quelques différences. Voilà ce que dit une enseignante, Anne Chanéac, qui a décidé de partir au Canada. Elle explique, on a moins de vacances et on n'a jamais nos mercredis. Ce sont des semaines, cependant, de 5 jours. On commence à 8h50 et on termine à 14h50 avec 1 heure de pause de midi à 13h. Quand on le voit comme ça, on se dit ça va être cool. En fait, ce sont des journées hyper denses. Il faut s'habituer quand même, des rythmes qui sont plus légers que les rythmes français. Alors justement, Guillaume, vous nous donnez aujourd'hui la parole à Margot. Elle a 29 ans. Elle a choisi de partir aux États-Unis après 4 ans à enseigner dans le système français. Oui, professeur des écoles qui a tout quitté il y a 2 ans pour aller travailler en Californie, vous le disiez, dans une école bilingue français-anglais. Elle nous explique les raisons pour lesquelles elle a décidé d'aller aux États-Unis. J'ai fait un burn-out en étant enseignante en France, donc j'étais enseignante en CM1 et j'ai fait un burn-out dès le mois d'octobre de l'année scolaire. J'en pouvais plus, je commençais à 7h le matin, je finissais à 6h, 7h le soir, je travaillais jusqu'à 23h minuit à la maison. J'avais une classe avec 31 élèves, très très difficile. Alors depuis 2 ans, vous l'imaginez, la vie de Margot a totalement changé avec de nouvelles conditions pour exercer son métier. Dans l'école où je suis, j'ai 15 élèves. Je suis enseignante de grande section de maternelle. C'est un niveau que j'avais déjà fait en France quand j'étais dans l'Académie de Versailles. Et en fait, on a 15 élèves et une assistante, donc une équivalence ATSEM. Et la charge de travail est diminuée, mais c'est vraiment... on s'en rend pas compte, mais moi, je peux le dire maintenant avec du recul que je peux enseigner tranquillement, on va dire, et sans me casser le dos. Alors, une vraie différence entre les États-Unis et la France, Guillaume, c'est la charge de travail ? Oui, beaucoup d'enseignants se plaignent de devoir ramener du travail à la maison. Aux États-Unis, nous raconte Margot, c'est vraiment, vraiment loin d'être le cas. On a donc 24 heures d'enseignement devant les enfants et dans notre emploi du temps sont prévus des créneaux où on prépare nos cours. Donc en fait, on rentre à la maison, la journée est finie, on n'a plus de travail. C'est-à-dire que le travail, on le laisse derrière nous, ce qui n'était pas le cas en France. Nos temps de prep sont considérés dans nos emplois du temps et sont des temps payés aussi. Et tout ce qui va être réunion avec les parents sont des temps aussi où les journées d'école sont banalisées, où les enfants n'ont pas école et on reçoit les parents sur le temps scolaire. Et puis Margot témoigne aussi des moyens assez conséquents mis au service des élèves et ça change aussi beaucoup avec la France. On a beaucoup plus de personnel qui sont là pour les besoins des élèves. On a une psychologue, on a une professeure qui fait le français en langue étrangère. On a vraiment beaucoup plus de ce qu'on appellerait les personnes du RAZ qu'on avait dans le public. Et ben là, aux États-Unis en l'occurrence, il y a énormément de personnes qui sont dans l'école pour aider les enfants à besoins éducatifs particuliers. Bon, et puis, il y a une vraie différence, Virginie, vous l'imaginez, entre les États-Unis et la France, d'après vous, qu'est-ce que ça peut être ? La langue ? La langue, ouais, mais surtout les tunasses, l'argent. Voyez ce que raconte Margot. Soyons honnêtes, le salaire, je gagne 3 fois ce que je gagnais en France. Et le bien-être, ma santé mentale qui est alors beaucoup mieux. Je n'ai plus d'insomnie, je peux dormir. Je rentre à la maison, je peux profiter de mes après-midi ou faire des activités hors de l'école. Pour résumer, non, rien ne me manque et je ne retournerai pour rien au monde dans le système public français. Merci beaucoup, merci Guillaume. On va retrouver tout de suite Malika Ménard, enseignante d'écolier, et cette semaine, son invité est l'acteur Selim Keshouch. À l'école, t'étais quel genre d'élève ? J'étais très bon élève, mais assez perturbateur.
Tu faisais des bêtises? Ouais, je faisais des... Genre quoi? Ouais, genre plein de bêtises, mais... Non, mais j'étais premier de la classe et en même temps premier en bêtises. Donc, du coup, on devait plus te tolérer les bêtises. En général, quand on travaille bien... Un petit peu. Moi, je me souviens d'être arrivé en CP et j'ai rencontré un gars qui venait de redoubler son CP, qui s'appelait Selim d'ailleurs, et qui est devenu mon meilleur ami, qui est toujours un ami aujourd'hui. Et lui, je me souviens qu'il était un peu cancre et on m'avait mis à côté de lui pour que justement je rehausse un peu le niveau. Mais après, on faisait que des bêtises, parce que lui m'apprenait les bêtises, moi j'essayais de l'aider. Mais c'était des bêtises graves? Non, on se faisait des grimaces, on se faisait rire, on riait bêtement sur le prof. Voilà, c'était pas des grosses bêtises, non. T'étais pas rebelle? Un petit peu quand même. Après, franchement, au collège un peu plus. J'ai commencé à l'être un peu plus. Genre tu répondais aux profs? Bah, j'aimais bien contredire, j'aimais bien... avoir raison? Ouais, j'aimais bien avoir raison, ouais. Est-ce que tu disais que tu as gardé des amis de l'époque, puisque tu avais cet ami du CP? Ouais. T'en as gardé d'autres? Bah, c'est marrant parce qu'en ce moment, je discute pas mal avec ma maîtresse de CM2. Ah oui? Anglade. Comment ça se fait? Et ben, sur Facebook, je pense qu'elle a vu passer des choses par rapport à mon film. Donc voilà, on échange. Elle était venue à la projection de mon court-métrage, parce qu'il y a un festival à Vanvelin, un très bon festival de court-métrage. Et ça m'avait fait trop plaisir de la voir dans la salle, parce que c'est quand même des gens qu'on comptait dans ma vie, qui nous ont aidés, quoi, qui nous ont éduqués, qui nous ont instruits. Et ça me fait trop plaisir d'avoir un échange avec elle, de parler de cinéma, de la vie. Et tu avais gardé... En fait, tu as toujours gardé contact avec elle, ou elle est revenue Non, elle est revenue un peu là, dernièrement, parce qu'en fait, elle, c'était ma maîtresse de CM2, son mari, c'était le directeur de l'école, et en même temps le maître en CM1. Ah oui. Donc c'était les Anglades, c'était quand même quelque chose. Ils ont marqué ton enfance. Carrément, ouais. Est-ce qu'il y avait un prof préféré, une matière préférée? Une matière, après, bon, ça c'était plus au collège-lycée. Ouais, l'histoire, j'aimais bien l'histoire. Et d'ailleurs, la prof, elle s'appelait Madame Le Monde. Ça, c'est assez drôle. C'est pas mal. Est-ce qu'il y avait une matière, en revanche, cauchemar? Ouais, en réalité, la philosophie, parce que moi, je fais du littéraire. Et je pensais que ça allait être comme dans le cercle des poètes disparus, qu'on allait être debout sur les tables, qu'on allait discuter sur le monde et tout ça. C'était pas du tout ça. C'était vraiment noter et retranscrire la pensée des philosophes. Ouais, j'ai pas trop... J'avais l'impression qu'on nous inculquait quelque chose un peu de manière un peu poussive, alors que moi, j'aurais aimé discuter des choses, de la vision du monde. Et... T'avais besoin de discuter? Ouais, j'avais besoin de discuter. D'être en échange et en interaction. Exactement, ouais, c'était un peu ma vision des choses. C'est déjà la fin de ce numéro. On se retrouve demain, toujours en compagnie de Salim Keshouch pour la suite de Souvenirs d'écoliers. À demain. Tout de suite, c'est le meilleur de School TV avec le ZAP. Vous citez aussi l'inventeur du déroulement infini du contenu, Asa Raskin. Oui, c'est le fait qu'on peut du scrolling, quoi. Tout à fait. C'est-à-dire, c'est en fait toutes ces actions inconscientes. Dès qu'on n'a plus à faire une action consciente comme un clic, déjà il y a une forme de manipulation. Donc ce défilement infini des contenus, c'est qu'on scrolle, c'est ce qu'on appelle le scrolling. On n'a plus à cliquer pour passer à la page suivante. Et il dit qu'en durée, vous vous souvenez du chiffre qu'il donne, c'est l'équivalent de 200 000 vies par jour. Tout à fait. Qui sont passées à scroller. Je crois que Cécile est extrêmement pensive, presque nauséeuse. Ouais. L'addiction rend malade. Vous décrivez les 4 pathologies mentales liées au numérique dans le livre. Oui, alors c'est un consensus scientifique, il y en a beaucoup d'autres, mais c'est vrai qu'il y a une forme d'angoisse à ne pas être connecté ou ne pas avoir son portable. Il peut y avoir aussi une obsession à aller traquer toutes les personnes qu'on connaît sur les réseaux sociaux. Il peut y avoir une confusion dans toutes les identités qu'on se crée. Et parfois aussi la peur d'être ignoré. On ne m'aime pas. Je n'ai pas assez de likes. On m'a ghosté. Voilà. Et donc on va chercher encore et encore à avoir des likes. Un 28e groupe scolaire, donc un petit peu de patience, qui sortira de terre en 2026, j'imagine que ce sera... 1er janvier 2026, voilà. Et ce sera dernier cri, j'imagine, sur le plan énergétique, sur le plan voilà, on a choisi vraiment un bâtiment qui corresponde à toutes les nouvelles normes environnementales. Et donc, comme on prend des normes environnementales, c'est un bâtiment qui coûte un peu plus cher que les autres bâtiments, puisqu'on est à peu près une classe à 1 million d'euros. Alors qu'il fut un temps, on était à une classe à 650 000, 700 000 euros. C'est ça. Là, ce sera 12 classes, en gros, pour entre 12 et 13 millions d'euros. On a une particularité à Cergy. Finalement, Cergy, c'est de multiples villages. Et on met l'école au cœur du village. Comme l'église. Comme... Bon. Et il sera à énergie positive, ce Exactement.
Exactement. Et avec la possibilité... C'était pour reprendre l'expression consacrée. Avec cours oasis, oui, c'est exactement. L'église au centre du village, ce que je voulais dire. Nous, c'est l'école au centre du village, on préfère finalement, puisqu'on est dans une ville où on a plus de 140 nationalités différentes. Donc l'école est le ciment de la ville. Vous avez en effet fondé Extra Student en avril 2020, en plein confinement, et vous avez levé depuis plus d'1 million d'euros auprès d'investisseurs de renom, avec un objectif, inventer le premier réseau social de lycéens et d'étudiants. Comment, à 17 ans, on se lève un matin et on se dit qu'on va bousculer le monde de l'orientation de l'éducation ? On ne se lève pas un matin en se disant ça, on se lève un matin en se rendant compte en faisant des constats qui sont un peu dramatiques. Moi, celui que j'avais fait, c'était celui des inégalités scolaires qui étaient croissantes et qui voyaient vraiment le jour, en tout cas pour moi, pendant le confinement, parce qu'on voyait que certains profs ne prodiguaient pas de suivi à leurs élèves, on voyait que certains élèves décrochaient réellement et n'allaient plus en cours. Et donc c'est là qu'est venu un peu l'électrochoc de se dire, en fait, c'est bizarre, on est tous étudiants, on est tous lycéens, on a tous les mêmes contenus, peu importe notre ville, peu importe notre origine, peu importe où l'on étudie, et on ne partage pas ensemble. Alors que, voilà, on partage avec son camarade de classe, on partage avec son frère, on partage avec son cousin, avec son entourage. Donc je me suis dit qu'il fallait à ce moment-là impulser un mouvement et essayer de créer un réseau de partage autour de thématiques scolaires. Dans les critiques qui parsèment le livre, il y a aussi une critique de la culture du clash. Oui, alors j'ai imaginé en fait un jeu en ligne. J'ai pris à la fois des jeux vidéo, mais aussi beaucoup des réseaux sociaux. Bien sûr. Où finalement, il y a des spectateurs dans ce jeu et qui peuvent à tout moment interagir avec les joueurs, enfin sur les actions des joueurs. Et donc, les réactions de ces spectateurs, c'est ce qui va faire monter le score des joueurs. Et chaque réaction a la même valeur. C'est-à-dire que si on fait rire, si on donne un peu de plaisir ou de bonheur, ça a exactement la même valeur au niveau du jeu que si on choque, que si on insulte. Et donc, évidemment, dans le jeu, on va voir que les avatars qui jouent vont provoquer de plus en plus de clash ou se livrer de façon de plus en plus intime pour provoquer des réactions. 40 nationalités différentes, on l'a dit, des jeunes, très jeunes aussi, 50% de la population qui a donc moins de 30 ans, mais aussi une partie de la population qui est âgée. Comment se passent les échanges intergénérationnels et quelle place ils occupent justement dans votre politique éducative ? Je veux vous dire, il n'y a pas très longtemps, j'ai encore déjeuné avec un centre de loisirs et des seniors. Donc on a tout mis en place une politique où on a un échange entre les seniors et les enfants des centres de loisirs autour du repas. Alors ça avait extrêmement bien marché avant le Covid. Oui. Voilà. Le Covid, pendant 2 ans, a tout arrêté et on est en train de reprendre ce dynamisme. Je peux vous dire que ce qui est extrêmement intéressant, c'est que les enfants, quand ils ne voient pas les seniors, le mercredi, parce qu'ils viennent tous les mercredis à midi. Ils les demandent ? Ils sont inquiets. Ouais. En disant, finalement, est-ce qu'il est malade ? Et on leur dit non. Vous savez, les seniors, ils prennent des vacances aussi, en dehors des périodes scolaires. Mais il y a un lien qui s'est créé, et je trouve ça extrêmement important. Donc on a relancé ça là, et on va le lancer, on a 8 centres de loisirs, on va relancer ça dans les 8 centres de loisirs. On a un conseil des seniors, on a plein de conseils participatifs, mais on a un conseil des seniors, et on va faire que les membres des conseils des seniors soient présents dans les repas des centres de loisirs. Et ça marche dans les deux sens ? C'est aussi bénéfique ? Il y a aussi une plus-value pour les seniors ? Les seniors sont déjà, pour certains, c'est rompre l'isolement, tout simplement. Et puis 2, c'est de permettre de s'ouvrir et d'expliquer finalement leur vie. Parce que c'est ça qui est intéressant. Je pense qu'on s'en rend pas compte, mais les enfants veulent connaître la vie, ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont fait et ce qu'ils font encore aujourd'hui. Et je trouve que cet échange, il est très fort et c'est vraiment quelque chose qu'on développe fortement sur la ville. Alors Jules, je voudrais qu'on regarde tout de suite une vidéo où on voit une école, vous allez nous dire laquelle, en 360 degrés. Si vous pouvez la commenter aussi en direct pendant qu'on la regarde. Qu'est-ce qui se passe sur cette vidéo ? C'est quelque chose que vous proposez à une école ? Exactement, donc ça c'est dans notre PAC, c'est une visite virtuelle d'un campus. Là, si vous reconnaissez, c'est le tout nouveau campus de Sciences Po, le campus Saint-Thomas, qui est immense et qui est une véritable réussite. Et donc ça fait partie de ce qu'on va proposer aux écoles et de ce qu'on va intégrer nous sur leur page pour permettre aux étudiants, en plus, puisqu'on a un package de vidéos, donc on a des vidéos sur le campus avec un étudiant qui nous fait visiter le campus,
c'est de la vidéo, donc on n'aura pas accès à toutes les salles, à tous les détails de l'établissement. On a une vidéo avec un alumni qui nous parle de l'après, et on a une vidéo avec le directeur de l'établissement qui nous donne un peu le pouls et la dynamique de l'école pour les 10 ans à venir. Et on s'était dit que ce serait intéressant de pouvoir se plonger, comme si on était dans une JPO, en fait, mais dans le digital, dans l'école, au sein du campus, depuis notre lit, depuis les toilettes, depuis un taxi, depuis un lieu de vacances. Ou si l'on n'a pas des capacités pour se déplacer comme beaucoup de gens et qu'on a des problèmes voilà, par rapport à ça, qu'on puisse y avoir accès aussi. C'est la fin de cette édition. Merci à vous tous de nous avoir suivis sur le canal 217 de la Box Orange, 247 sur les Freebox et maintenant 124 sur Bouygues Télécom. Merci beaucoup à vous tous de nous suivre si nombreux. Merci à toute la rédaction. Aujourd'hui, la réalisation, c'est Alice Pitavi. Le son, c'est Thibaut Goury-Lafont. Le maquillage, Benjamin Réglin. Et Laura Girard et Emma Ferré à la rédaction. Et merci beaucoup, surtout Guillaume Ouattara. Vous imaginez, on est sur des nouvelles box. On est chez Bouygues. Ça y est, les nouveaux, bonjour. Ils nous voient. Bonne soirée. Ciao.